Bonsoir. Si vous voulez bien, nous allons commencer. Je vous remercie de votre présence ce soir. Et je dois tout d'abord remercier la DAGP qui nous accueille et Antonin qui s'occupe de tout le côté technique pour que vous puissiez voir les images, et Marcus aussi qui filme. Alors justement, pour vous prévenir que ces séances sont filmées, donc effectivement, si vous prenez la parole au moment de la discussion, on vous demandera aussi de signer un accord pour pouvoir diffuser le film. Donc nous accueillons aujourd'hui Francesca Latchel, qui est une photographe indépendante, je vous présenterai tout à l'heure un petit peu, et deux autres personnes, sont Dominique Mérigard et Alain Scourbiac, parce que nous allons parler essentiellement d'un livre-objet, et ce livre-objet sur la Turquie. Alors peut-être dans un premier temps, je vais vous présenter les trois invités, et on va débattre ensemble sur la fabrication de ce livre, puisqu'il y a à la fois le photographe, l'artiste, et ceux qui ont aidé à fabriquer, qui ont fabriqué le livre aussi. Et ça, c'est important de pouvoir voir comment on passe de la photo au livre-objet et ensuite peut-être à l'exposition. Alors d'abord, Francesca, qui est au milieu, photographe indépendante, autodidacte, qui est photographe, auteur, documentaire critique. Je suis bien sur cet aspect documentaire critique, mais aussi qui, dans ses photos, dans cette approche documentaire, met aussi une part d'intime, on y reviendra tout à l'heure, en prenant quelques exemples du carnet de bord de la série que je vous montrerai tout à l'heure. Pour le présenter, je voudrais juste citer une phrase que tu cites dans une interview. Tu dis « Quand j'ai commencé, je voulais être reporter pour dénoncer. Je suis une photographe documentaire critique. Ma démarche est idéologique et sociale. Je cherche à conscientiser. » Donc, on va essayer de poser effectivement des questions. C'est-à-dire que ce soir, la projection que vous allez avoir aura aussi une dimension fortement politique. Et on assume cet aspect politique. Francesca aussi, on en reparlera tout à l'heure. Donc, Francesca, tu as fait de nombreuses expositions collectives et individuelles. L'œil urbain, festival photographique à Corbeil-Essonnes, notamment sur la série Tarlabash. Tu as fait dans Itinéraire de photographe voyageur à Bordeaux, notamment pour le livre de Loukoum au béton. On va voir maintenant, je vais le présenter. Donc, ce sont les trois séries qu'on verra ce soir. Et très récemment, puis les expositions sont terminées depuis peu, à l'Imix Gallery, donc quai Gemap, et photographique du Mans. Dans la presse, de nombreux ouvrages dans la presse, et notamment, je voudrais faire circuler cette manière de voir, qui a une dizaine d'années maintenant, mais bon, peu importe, qui est sur la Turquie, des Ottomans aux islamistes, qui est entièrement illustrée par des photos de Francesca. Donc je vais vous le faire circuler, vous pourrez voir d'autres photos qui ne sont pas celles que vous verrez ce soir. Tu as aussi un certain nombre d'articles et de portfolios dans différentes revues, comme TK21, Des Fictions, Platform et Edge of Humanity Magazine, dans Réponse Photo, mais aussi tes photos sont présentes dans de nombreuses collections publiques en France et à l'étranger, au Musée de l'Homme, à la Bibliothèque nationale de France, dans différentes artothèques, au Musée de la photographie en Finlande, à la Fondation italienne de la photographie de Turin et à Salt Research à Istanbul. Donc voilà pour présenter, on reviendra peut-être sur certains aspects par la suite. Dominique, qui est à côté de moi, Dominique Mérigard, tu es diplômé, alors on va passer à la suite. Tu es diplômé de l'École supérieure des arts et industries graphiques de l'École Estienne, tu es directeur artistique et photographe, tu es graphiste, tu as réalisé de nombreux livres de photographie, pour les éditions Contre-jour, Filigrane, Arnaud Bizalion, fait des catalogues de musées aussi, un certain nombre. Tu as travaillé pour des galeries, pour des associations, notamment pour l'association Jean d'Image, dont tu as fait la charte graphique, et aussi dont tu réalises, avec Irène Kamenka qui est présente ici, les carnets images. Et ces carnets, qui sont les carnets publiés annuellement par Jean d'Image, ils sont à votre disposition sur la table du fond, donc vous pouvez vous servir. Vous avez le dernier carnet pour l'année dernière, puisque ces carnets sont annuels. Tu as réalisé aussi un certain nombre de monographies sur des photographes, Kirtés, Giacomelli, Chim, Rizzo, Jean-François Boré. Tu as aussi
conçu des sites internet pour des photographes, Denis Roche par exemple, ou pour Bruno Réquillart. Tu as fait un certain nombre de livres, des livres qu'on a présentés d'ailleurs une fois dans un café Image en octobre 2024. Alors je citerai simplement deux livres, Témoins S21 face au génocide des Cambodgiens, dont on avait beaucoup parlé dans ce café Image, mais aussi Les hors-champs de l'histoire sur les legs d'Algérie, donc qui mêlent à la fois de l'histoire et de l'intime. Et là, ce soir, on retrouvera aussi cet aspect histoire et intime. Et récemment, tu as publié un livre qui est Le dernier homme à la Grange Batelière en 2025. Alors peut-être tu pourrais nous dire 2 ou 3 mots sur ce livre qu'on projette en ce moment, on projette la couverture. Donc, ah oui, il faut que je prenne le micro. Ouais. Voilà. Donc ce livre est paru l'année dernière. J'en avais parlé lors du Café Image de 2024. En fait, c'est un livre autobiographique où je reprends les thèmes qui me sont chers, c'est-à-dire l'enfance, la mémoire, le passage, et puis aussi ça parle également de photographie. À l'intérieur du livre, il y a 22 reproductions d'images d'une série qui a été réalisée, donc toutes les photos ont été réalisées dans la maison de mon enfance. Voilà, merci. Alors, ensuite, troisième invité, Alain Scourbiac. Alain Scourbiac, tu es directeur général de Escourbiac l'imprimeur, qui est une imprimerie créée à Groslay en 1963 par Michel Escourbiac. Une imprimerie qui fait des supports sur mesure, qui fait surtout des beaux livres avec accompagnement des auteurs. Ça, c'est important. C'est la raison aussi pour laquelle tu es là ce soir, justement pour montrer comment vous avez travaillé sur ce livre-objet dont on parlera tout à l'heure. Tu es aussi quadruple lauréat du Cadre d'Or. Alors, je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est que le Cadre d'Or. Moi, j'ai appris ce que c'est que le Cadre d'Or. C'est une récompense qui récompense chaque année un imprimeur pour la qualité, l'excellence technique et ses réalisations. Alors, j'ai vu que tu avais été lauréat en 2003, 2009, 2014, 2025. C'est quand même assez extraordinaire. Tu es aussi le créateur du prix d'édition Escourbiac, Fondation des Treilles. Alors la Fondation des Treilles, on avait déjà abordé la Fondation des Treilles lors d'un atelier Gens d'Image en septembre 2024 avec l'invitation de Marie-Vonne de Saint-Pulgent, qui est présidente de la Fondation des Treilles. J'aimerais que tu nous parles un petit peu aussi du prix d'édition Escourbiac. Alors le prix d'édition Escourbiac Fondation des Treilles a été créé donc avec la Fondation des Treilles, qui a un prix photographique de résidence photographique depuis un peu plus de 10 ans. La Fondation des Treilles, c'est un lieu très particulier à côté de Tourtour, de Draguignan. Il y a 280 hectares de domaines. Ça a été créé par une des filles Schlumberger. Et en fait, c'est destiné à la base au travail. Le travail, ça peut être un travail de recherche scientifique ou recherche humaniste. Et c'est aussi un lieu qui accueille des artistes en résidence. Voilà, mais c'est un lieu qui n'est pas du tout ouvert vers l'extérieur. On ne peut y aller que pour y travailler et si on y est invité. Donc ça veut dire que très peu de gens connaissent et savent ce qui s'y fait en dehors des gens de l'école de Chartres, des gens du Centre Pompidou qui y vont régulièrement, ou d'autres chercheurs. Il y a, je crois, 24 prix Nobel qui sont passés par la Fondation des Treilles avant d'avoir leur prix Nobel. Voilà, donc la volonté des Treilles, notamment de Marie-Vonne de Saint-Pulgent, c'était d'ouvrir la Fondation vers le monde extérieur. Le prix photo était un mode d'ouverture, mais les photographes allaient en résidence, donc encore une fois, c'était se refermer sur soi. Le prix de l'édition permettait d'aller vers l'extérieur et d'aller vers les autres. Voilà, donc c'est pour ça qu'ils nous ont proposé de créer ce prix et pour lequel ils ont préféré qu'il s'appelle Escourbiac Fondation des Treilles, estimant qu'on n'était plus, notre réputation précédait la leur dans le domaine de la photo. Voilà. On en est à la 4e édition. On va présenter le timing de ce prix. Et là, ça commence à fin octobre où les candidats nous envoient des dossiers. La seule chose qui est imposée, c'est de présenter un dossier sur la Méditerranée, un projet de livre sur la Méditerranée. Donc le livre n'est surtout pas fini. Le projet photographique n'est pas forcément non plus fini, terminé. Il peut se terminer au Treilles ou ailleurs. Et donc un jury se réunit 3e semaine de janvier. C'était Jean-Luc Monterosso qui présidait ce jury jusqu'alors.
On proclame le lauréat ou la lauréate entre février et mars. Et début juillet, à Arles, on présente le prix issu de ce travail. Voilà. Alors pour terminer la présentation, je voudrais dire aussi que tu imprimes les carnets dont j'ai parlé tout à l'heure et que tu as imprimé aussi le livre de Jean Dimage, des 70 ans de Jean Dimage. Oui, on oublie un peu de le dire, mais on participe beaucoup au milieu de la photo. On travaille beaucoup avec les photographes, donc on a une dimension où on prend effectivement, où on travaille avec les photographes et on vit de la photographie. Mais il y a un autre domaine aussi où on donne aussi au milieu de la photo. Alors notre plus grosse participation, c'est le prix Escobiac Fondation des Treilles, puisque c'est près de 10 000 € par an. Il y a aussi les carnets de Jean Dimage, il y a le support, le soutien à Jean Dimage à travers différentes choses. Et puis il y a beaucoup de manifestations aussi que nous soutenons. Voilà, donc c'est à la fois pour nous un motif de présence, mais aussi de montrer à la communauté qu'on est présent pour autre chose que simplement travailler pour la communauté. Merci. Alors, je reviens un peu en arrière. Tout à l'heure, on a vu trois images qui sont les séries que nous allons aborder aujourd'hui. De Loukoum au béton, on en parlera tout à l'heure. Le passé de l'avenir et D'où vient ce bruit à l'horizon, qui est le livre objet dont je parlais tout à l'heure, dont vous parlerez tous les trois sur la réalisation de ce livre. Alors, on va commencer par De Loukoum au béton. Et De Loukoum au béton, déjà, quand on prend le titre, déjà, on est dans une approche qui est une approche où on parle de modernité et de tradition. Et ça me semble un élément fondamental dans ton travail, un travail qui est un travail où il y a une multiple temporalité de l'approche de l'histoire de la Turquie. Donc on va parler un petit peu à certains moments, on aura peut-être quelques éléments sur l'histoire de la Turquie pour préciser ce genre de choses, notamment la construction de la turcité de l'État-nation turc, qui apparaît dans tes images, mais on le reverra au fur et à mesure des images. Alors, première image, peut-être tu peux nous en parler un petit peu, une image de Diyarbakir, qui est peut-être pour un certain nombre d'entre vous résonne particulièrement, ne serait-ce récemment pour le tremblement de terre qui a eu lieu il y a quelques années à Diyarbakir, mais aussi parce que c'est une histoire très très ancienne, mais tu vas peut-être nous en parler plus en détail. L'histoire ancienne de Diyarbakir, c'est... Bon, je ne sais pas trop. C'est-à-dire que moi, ce qui m'intéressait, c'était la manière dont la modernité impactait cette ville, qui est bien sûr très, très ancienne, qui est la capitale non officielle du Kurdistan turc, et qui est, à cause de cela, un peu discriminée par l'économie. Du Loukoum au béton, effectivement, j'ai commencé en 2007 et j'ai commencé parce que je voulais voir si la Turquie était vraiment aussi arriérée que disaient les propos qui circulaient à ce moment-là, puisque la Turquie était en chemin pour l'adhésion à l'Union européenne. Donc, peut-être... Oui, alors moi je voudrais peut-être aussi réagir sur cette photo, parce que Diyarbakir, effectivement, c'est la modernité. Les immeubles qu'on voit ici, on pourrait les voir un peu partout dans le monde, et en même temps, pour moi, qui suis historien, c'est aussi un effacement de l'histoire. Parce que Diyarbakir, c'est une ville kurde, tu viens de le dire aujourd'hui, capitale du Kurdistan, mais ça n'a pas toujours été une ville entièrement kurde. Cet aspect kurde de Diyarbakir, c'est lié aussi à la disparition de toutes les populations, qui étaient les populations chrétiennes qui habitaient auparavant Diyarbakir, dès la fin du 19e siècle, mais aussi au début du 20e siècle. Et ça, c'est des choses importantes. Alors, je vous renvoie un petit peu à cette histoire aussi pour resituer le contexte, notamment sur les massacres des Arméniens, des Assyriens, des chrétiens syriaques sous Abdulhamid II, et notamment... Je vous renvoie aussi à quelque chose, puisqu'on en reparlera tout à l'heure, tu fais souvent référence à des livres. Moi, je pense là à un discours très très célèbre sur ce massacre qui a eu lieu en 1894-1895, qui est un discours de Jaurès, un magnifique discours de Jaurès sur le massacre autour de Diyarbakir, qui est repris d'ailleurs dans Jean Santeuil de Marcel Proust,
quand il parle du député Couzon et avec le discours du député Couzon. Donc, j'en profite un petit peu parce que c'est vraiment une partie de ton travail de jouer aussi avec la littérature, plus la littérature turque. Alors, je suis désolé pour la littérature turque. Ne lisant pas le turc, je n'ai pas lu la plupart des livres que tu cites, mais on en reparlera peut-être tout à l'heure, tu pourras nous en parler plus en détail. Voilà. Alors, pour Diyarbakir aussi, récemment, ce qui m'intéresse aussi, c'est que récemment, c'est la forte répression militaire dont on a tous entendu parler en 2016-2017, pour lesquels un certain nombre de géographes parlent aujourd'hui, pour Diyarbakir, d'urbicide. Ce concept d'urbicide a été développé à partir de Diyarbakir. Donc, l'aspect effacement un petit peu du paysage, de l'histoire que tu as dans tes photos, de cette construction moderne, me semble quelque chose d'important. Alors, je voudrais aussi peut-être que tu nous parles du choix que tu fais, du choix du format carré. Pour un paysage, le format carré, ce n'est pas nécessairement évident. Le choix aussi des couleurs, le jeu des couleurs. On va voir sur d'autres photos. On peut peut-être passer les autres. Non, oui. Passer les... C'est-à-dire que pour moi, j'ai commencé à travailler avec la couleur pour la Turquie. Et j'ai tout de suite, pas tout de suite, mais je me suis à un moment dit que la couleur était une matière que je pouvais triturer pour servir le propos que je voulais transmettre. Dans Du loukoum au béton, ce que j'ai fait entre 2007 et 2010, où j'ai commencé d'abord en 2007 un premier voyage à Kayseri et à Konya, qui sont au centre de la Turquie et qui sont ce qu'on appelait alors les tigres économiques. Et j'ai trouvé des stigmates de la modernité. C'est-à-dire que Konya ressemblait à Kayseri et vice-versa. Là, on est à Kayseri. L'une des stigmates, c'est justement ces zones périphériques qui sont construites à la périphérie des villes, comme leur nom l'indique, qui peuvent être des zones soit de résidence, comme vous voyez là, soit d'industrie légère. C'est-à-dire qu'une ville moderne, on ne veut pas d'industrie dans la ville, c'est pas moderne, c'est pas propre, donc on met tout ça à la périphérie. Et la première image qu'on a vue, c'est dans la périphérie de Diyarbakir. Et vous allez voir ce genre d'immeubles, d'habitation, c'est exactement le même modèle partout. Du loukoum au béton, effectivement, on va rester. Voilà. Là, on est à Trabzon. Mais ça pourrait être Diyarbakir. Là aussi, là, par contre, effectivement, on n'est pas vraiment dans la périphérie, on est à Boztepe. Boztepe qui était un quartier plutôt prisé et couverte de petites maisons individuelles. Voilà ce que c'est devenu. La seule chose qui reste un peu, c'est la mosquée dont on voit un peu à gauche. Une petite partie. Je trouvais que dans ces zones, il y avait vraiment un sentiment de solitude, d'isolation. Oui, donc je parlais du titre et de l'histoire de transition, parce que en même temps, j'ai trouvé une Turquie entre 2007 et 2010 qui courait, enfin, il y avait beaucoup de choses en cours pour essayer justement de remplir les chapitres amenant à l'adhésion à l'Union européenne. Et je ne sais plus ce que je voulais dire. Il y avait donc... je ne sais plus ce que je voulais dire. La modernité... oui, voilà.
il y avait cette société qui importait des modèles occidentaux, mais en même temps que vous importez des modèles, vous importez des valeurs. Et donc, il y avait cette friction entre un pays qui courait vers la modernité, dont les mentalités, surtout chez les jeunes, espéraient beaucoup sur l'ouverture de la société grâce à ce processus d'adhésion. Et puis en même temps, la Turquie était encore complètement traditionnelle, conservative, et cette friction m'intéressait, et c'est ça qui m'a donné envie de continuer. Donc après les deux villes riches, on va dire, Kayseri et Konya, j'ai voulu savoir si dans des villes pauvres ou sinistrées, il y avait les mêmes phénomènes à l'œuvre, c'est-à-dire tout cet urbanisme de la photocopieuse. Parce qu'effectivement, ça, c'est éloquent. C'est comme si on faisait une emporte-pièce d'architecture. Et effectivement, à Trabzon, qui est sur la mer Noire à l'est, et là on est à Trabzon, j'ai trouvé les mêmes phénomènes. Donc non seulement l'urbanisme à la photocopieuse, mais l'hégémonie toujours plus présente de la voiture dans l'espace public. Là, on a un très bel exemple, puisque cette voie rapide, elle coupe au milieu du tissu urbain. Elle est pas du tout à la périphérie. Donc ça, c'est une autre stigmate de la modernité. Troisième stigmate, c'est la densification des réseaux routiers. Donc là, Trabzon, aussi magnifique exemple, où là, on a un nœud routier avec une gare routière. Ce qui est surélevé, c'est l'autoroute de la mer Noire. Et là où il y a la petite voiture rouge, c'est une voie express ou une autoroute. Une autre autoroute. Et derrière, il y a la mer Noire. C'est une ville qui, avec la bétonisation, s'est vraiment coupée de la mer. Il n'y a pas de plage, il n'y a pas de café. En tout cas, en 2010, il n'y avait pas de café sur le bord de mer. C'était très étonnant. C'est un lieu de passage, en fait. Oui, c'est complètement un lieu de passage. Alors, je disais, c'est un lieu de passage. Oui, on va revoir sur d'autres photos, en fait, cette importance des voies de passage, et notamment quand on verra Istanbul tout à l'heure, comment Talabash Boulevard coupe complètement la ville et sépare la ville en deux parties distinctes, le quartier de Beyoğlu. On le reverra un petit peu tout à l'heure. Alors, effectivement, sur Trabzon, on est aussi... Alors, moi aussi, ça me fait réagir, Trabzon, parce que historiquement, c'est quelque chose de très important dans la construction de l'État-nation turc, puisque à partir du traité de Lausanne en 1923, Trabzon va être vidé de ses habitants non musulmans. Et on va faire venir des Turcs qui venaient effectivement de Thrace, de différents autres pays, qui vont être peuplé Trabzon. Donc, on a aussi dans ces photos, ce qui me fait réagir ces photos, c'est cette profondeur historique qui, pour moi, parle vraiment dans tes photos aussi. Bon. Je me rends compte que je n'ai pas tellement répondu à ta question sur les couleurs. Alors, effectivement, pour du Lukumo béton, si vous trouvez les couleurs un peu bizarres, c'est qu'elles le sont. Je les ai décalées légèrement pour introduire ce que j'appelle un léger grincement. Les couleurs ne sont pas déréalisées, mais
c'est pas non plus tout à fait la réalité exacte. Et pour moi, c'était en résonance avec ce que je disais, cette société en transition entre deux identités, une dans laquelle elle était très confortable, et puis la nouvelle qui gênait encore un peu aux entournures, comme un vêtement qu'on n'a pas encore vraiment fait à son corps. Oui, alors, Recep Tayyip Erdogan était Premier ministre depuis 2002. Et en Anatolie, il a beaucoup œuvré pour la création d'une nouvelle classe moyenne, une classe d'entrepreneurs musulmans, sachant que, ne serait-ce qu'au tout début du XXe siècle, comme l'écrit Orhan Pamuk dans un livre qui s'appelle Cevdet Bey et ses fils, être commerçant pour un musulman, c'était pas honorable. Mais là, on a une nouvelle classe d'entrepreneurs musulmans, les islamo-capitalistes, et qui sont effectivement un des soutiens les plus fervents et les plus fidèles d'Erdogan. Donc là, je suis dans justement une de ces zones à côté de Kayseri, une de ces nouvelles zones de industrie légère, manufacture. Là, on voit ce que j'appelle le nouveau minaret, avec les noms de différentes sociétés qui font des meubles, qui font de l'électroménager, voilà. C'est une zone industrielle en fait. Voilà, c'est une zone industrielle et de manufacture. Il n'y a pas des grosses usines industrielles, mais voilà. Bien, on va passer à une série un peu différente ici, qui est le passé de l'avenir. Alors, le passé de l'avenir, le traitement plasticien qui apparaissait déjà dans les photos précédentes est tout à fait différent ici, puisque tu vas jouer sur le palimpseste. Le palimpseste, c'est-à-dire que tu vas interroger la mémoire aussi du lieu, une mémoire qui est une mémoire à plus court terme. Je parlais tout à l'heure de mémoire à long terme, évidemment, sur la Turquie, mais mémoire à plus court terme, en prenant des éléments d'archives et des photographies. Alors peut-être tu dois nous expliquer un petit peu ce que tu entends par ce palimpseste, comment tu as conçu ces images palimpsestes. Eh bien, quand après du Lukumo béton, je me suis dit, pour quelqu'un qui travaille sur... Parce que finalement, tout ça, la trilogie, c'est autour des dégâts que fait l'idéologie néolibérale sur les tissus urbains, mais aussi sur les tissus humains, c'est-à-dire les gens et les rapports sociaux. Donc, je me suis dit, je ne peux pas ignorer Istanbul, je ne peux pas continuer à ignorer Istanbul. Donc, je vais à Istanbul, mais je me dis, je ne vais pas aller dans le centre, c'est trop séduisant. Et donc, j'avais lu de ces méga-projets qui se passaient dans des secteurs éloignés du centre d'Istanbul, qui étaient autrefois des villes indépendantes, mais qui ont été englobées petit à petit dans la conurbation stambouliote. Donc j'ai travaillé dans 3 secteurs, Ataşehir et Kartal, qui sont sur la rive anatolienne, et puis Maslak sur la rive européenne. Et à un moment, je me suis dit, bon, alors je fais des photos de ces méga-projets, mais en quoi ça parle des changements? Pas vraiment. J'ai dit, je vais trouver des vieilles photos, et quand je mets tous les guillemets possibles autour de vieilles, parce que les vieilles photos que j'ai trouvées datent les plus vieilles des années 70, genre 76, et les
les plus nouvelles des vieilles depuis 2010, alors que moi j'ai fait mes images en 2011-2014. Quand j'ai trouvé, alors j'ai écrit aux mairies des villes où j'avais travaillé. Il y en a une qui m'a répondu, c'était Kartal. J'étais déjà en rapport avec Salt Research. Et donc, eux, ils ont une magnifique bibliothèque, artothèque, archive. Et Laurence Tanatarbaru, qui est mon contact là-bas, a pu me donner des images pour Maslak. Et puis, elle m'a aussi dit, va voir la bibliothèque Atatürk. Donc, je vais voir. Et là, ils ont pu me donner pour Atashehir. Et aussi, alors Kartal, là on est à Kartal. Kartal était formidable puisqu'il venait de faire un livre pour célébrer les je ne sais pas combienième année de Kartal, où ils avaient effectivement utilisé beaucoup de vieilles images. Ils m'ont donné les fichiers, ils m'ont dit « Choisis les images qui t'intéressent et on t'amène sur les lieux ». Donc j'ai choisi par rapport à ce que j'avais déjà fait, et puis j'ai choisi aussi par effectivement ce qui m'intéressait, et puis je suis allée photographier le lieu maintenant. Là, la couleur... Bon, alors, non, oui, palimpseste. Alors, donc, quand j'ai ces images, je me dis, ok, je peux les montrer côte à côte. Ça s'est déjà vu 100 000 fois. Et puis, je trouvais que, finalement, j'ai toujours aimé l'idée de palimpseste, des choses, des traces fantomatiques de l'ancienne écriture qui reste. Et finalement, l'urbanisme est une sorte d'écriture qui fait un nouveau récit de l'urbain. Je me suis dit, je vais faire des palimpsestes. Je vais donc mettre une de mes images superposée sur une des vieilles images qui sont effectivement à peu près le même endroit. Là, par exemple, ici à Kartal, vous voyez sur la vieille image une colline, vous voyez une petite plage en bas. Eh bien, les immeubles que vous voyez, les nouveaux immeubles, ils sont construits sur cette colline-là qui n'existe plus. La plage n'existe plus non plus, puisque la ville a bétonné, a fait reculer la mer de Marmara d'à peu près 30 mètres pour bétonner et faire cette esplanade plantée de quelques arbres. Je trouvais qu'il y avait dans la forme palimpseste, ça faisait... Et il y avait une friction de sens plus riche que si vraiment j'avais juste mis côte à côte les deux images. Alors, sur ces images, hein, que ce soit celles de Kartal qu'on voit ici ou d'Atashehir qu'on va voir par la suite, il me semble aussi qu'il y a quelque chose d'autre par rapport aux images précédentes. Les images précédentes, on était effectivement dans la construction, dans la mise en place de cette bourgeoisie dont tu parlais. Et là, on est peut-être avec Istanbul dans quelque chose de tout à fait différent aussi, puisqu'on est sur un geste architectural. On fait appel à des agences internationales d'architectes, et il y a une volonté, effectivement, dans cette approche de l'architecture, de rivaliser, de donner une position internationale, une image internationale qui rivalise avec les grandes capitales, notamment avec Londres. Il y a vraiment cette volonté-là dans l'AKP, et là, il y a un tournant dans la politique de l'AKP, de la politique sociale de l'AKP, qu'on voit très bien à travers ces immeubles ici. Et ça me semble un élément important. Ce tournant qu'on retrouve aussi peut-être dans les discours de l'AKP, où au moment où, au départ, on
encore un peu de référence à Moustapha Kemal, et où de plus en plus, on a des références maintenant aux califes et aux sultans anciens, notamment à Mehmet, évidemment, avec la référence à 1453, qui est permanente dans les discours de Erdogan aujourd'hui, mais aussi au sultan Abdülhamid II, donc à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle. Et il y a cet élément-là, avec les grands cabinets internationaux, ce sont des cabinets qui font des immeubles, ces gestes architecturaux un peu partout dans le monde. Et c'est aussi cet aspect-là qui m'attirait dans les photos, même si on retrouve bien sûr aussi le portrait de Mustafa Kemal, bon, comme souvent en Turquie évidemment, très grand, très souvent. Ici. Il y a je parlais de l'idéologie néolibérale. L'une de ces manifestations, ces projets, ces méga-projets sont conçus pour la finance internationale, le capitalisme globalisé. Et en même temps, ces méga-projets sont l'avenue que prend l'idéologie néolibérale pour s'installer et se propager et fleurir, puisque l'investissement immobilier dans des zones qui ne sont pas suffisamment développées, ce qui est le cas qui était le cas de toute la périphérie, les franges d'Istanbul, ce sont des projets-là qui sont faits pour la rente et qui, effectivement, sont extrêmement profitables. C'est pareil pour les projets de régénération urbaine dans les zones dilapidées, comme on verra pour Tarlabaşı. Ce sont des projets entrepris non pas pour améliorer la vie des habitants du coin, mais vraiment pour faire beaucoup d'argent. Et d'où un nombre incalculable de ces méga-projets. Moi, j'ai choisi trois secteurs d'Istanbul, mais dans tous les secteurs d'Istanbul, il y a ça à l'œuvre. Et ça occasionne aussi pas mal de dégâts environnementaux. Ici, dans cette image palimpseste, qui est effectivement, pour moi, une image de 2011-12, mais l'image en noir et blanc, elle provient de 2010, d'une collection particulière d'un certain Zeki Kar, qui je reparlerai de lui au moment de Tarlabaşı. Donc il y a 2 ans peut-être entre les 2 images, et on voit les engins en noir et blanc qui sont en train de détruire le bois, une partie de la forêt, où ce projet prend racine. Oui, donc c'est cette frénésie qui est effectivement très très importante aujourd'hui en Turquie. Une frénésie, et puis ça n'a pas de... Il ne faut pas imaginer qu'il y a un plan d'urbanisme logique. Hein. C'est vraiment là où c'est possible de construire, et il y a beaucoup de corruption dans ce secteur-là, et ben on construit. Il y a aussi peut-être une volonté, je dirais, de passer en fait, de la capitale historique, effectivement, qui est la capitale de la République turque, à une image différente qui est celle maintenant d'Istanbul. C'est-à-dire beaucoup de choses se vont vers Istanbul. Et c'est Istanbul dont l'AKP et Erdogan veut faire effectivement une image moderne de la Turquie, de cette finance internationale. Et peut-être ça, c'est un élément aussi important que tu montres dans tes photos. Absolument. C'est... voilà. Alors, on va passer à autre chose, c'est le livre-objet, donc, qui sera l'essentiel de notre débat ce soir. Livre-objet pour lesquels on a les 3 invités. Alors d'abord, je voudrais qu'on revienne un peu sur le projet de ce livre-objet. Pourquoi un livre-objet ? Comment il a été conçu ?
Et je vous laisse la parole à tous les trois. Qui veut commencer peut-être Francesca, et ensuite comment vous avez travaillé ensemble, puisque c'est vraiment un travail de coopération ensemble sur la fabrication du livre et sur les détails techniques qui sont des détails techniques importants. On y revient tout à l'heure notamment sur sur les Leporello, sur la couleur de fond des Leporello. Je vous laisse peut-être la parole. Eh bien, D'où vient ce bruit à l'horizon est un projet, une série que j'ai construite entre 2014 et 2023. Le projet de gentrification urbaine qui touche ce quartier très pauvre, très problématique, se fait en tranches, se fait en 9 tranches. Moi, j'ai voulu que mon livre objet convoque la forme même de ce projet qui bouleverse le quartier, qui a détruit une bonne partie du quartier. Je voulais que ça convoque, que ça résonne avec ça. Donc, je me suis dit, je vais faire des Leporello. J'aime les Leporello, je trouve que c'est... je voulais... Comment dire, je savais que je voulais des Leporello. J'ai cherché des éditeurs. D'abord, c'est devenu une auto-édition, mais parce que les éditeurs, les Leporello, ils étaient un peu frileux en disant que ça allait être difficile de mettre en place en librairie, etc., etc. Ce n'est pas faux, mais quand même, j'y tenais beaucoup. Donc, je suis allée voir Dominique. À peu près la seule chose dont j'étais certaine, c'est que je voulais des Leporello. C'est vrai que ça, il n'y avait pas de doute là-dessus. Hein. Quand on s'est vu, tu m'as dit, voilà, mon projet, je voudrais faire des Leporello. Et c'est vrai que moi, je t'ai un peu mis en garde en me disant, c'est pas quelque chose qui est simple, ni à fabriquer, et ensuite, à faire en sorte d'avoir un ensemble qui soit... qui tiennent ensemble, quoi. Et puis aussi, il y avait les problèmes de texte, il y avait beaucoup de choses comme ça, mais c'est vrai que tu étais déterminé sur cette chose-là. Et ensuite, même quand on a travaillé ensemble, qu'on a réussi à construire quelque chose, tu as continué d'aller voir des éditeurs, etc. Et en fait, ils sont restés bloqués sur cette idée des Leporello qui, pour eux, était quelque chose de très difficile à vendre et à montrer. Alors, peut-être qu'on pourrait montrer un Leporello. Voilà, je pense que c'est... Le premier, par exemple. Donc, il y en a 7, et chacun a un fil conducteur un peu lâche, mais quand même un fil conducteur. Et là, on est dans le Leporello qui des prostituées et des mauvais garçons qui sont la population associée à Tarlabache et dans la tête de tous les autres stambouliotes, mais qui sont finalement une minorité parmi les habitants. Voilà. Alors, on a beaucoup travaillé avec Dominique, puisque c'est vrai que je suis arrivée avec une sorte de pré-maquette avec des images, mais sous son regard, certaines images ont changé, certains formats ont changé. Disons que moi je t'ai accompagné, donc toi tu avais des désirs au niveau de l'objet, de ce que tu voulais au final, et ensuite il y a eu un travail d'accompagnement et un travail en commun sur donc ce livre, et ce travail a été jusqu'à faire travailler Alain Scorbiac sur la maquette, sur les choix de papier. On avait déjà, nous, un certain nombre d'idées, donc on en a discuté. Ce qui était plus compliqué, en fait, c'était l'étui aussi,
Donc il y a eu un premier essai qui n'était pas du tout concluant. Et ensuite, on a retravaillé et le deuxième essai était vraiment nous convenait. Et ne serait-ce que faire en sorte que cet objet tienne, c'est-à-dire qu'il ne s'ouvre pas, mais qu'il soit facile à ouvrir, que les dépliants, que les leporello s'ouvrent, tiennent, etc. C'était un travail, il y a eu une réflexion sur le grammage, sur le papier aussi du livret. On a beaucoup discuté ensemble. Pour la partie purement technique, c'était le choix du papier, papier couché, papier non couché, par rapport à la qualité de reproduction que l'on aurait derrière. Un papier non couché, c'est un papier qui est plus fibreux, qui est plus brut, et qui est plus qui n'a pas une couche par-dessus qui apporte un autre rendu. Et donc là, on a des couleurs ou des contrastes qui sont un peu plus atténués, des noirs qui sont un peu moins profonds. Mais du coup, par rapport à ce type d'image de reportage, ça donne une espèce de voile, de lissé, et ça homogénéise aussi les images. Et je pense que ça favorise aussi le récit par rapport à ce genre d'image. C'est pas toujours un papier facile par rapport à des images assez sombres, parce que là, il y a quand même beaucoup d'encre. Il faut garder du détail dans les parties sombres. C'est la difficulté de la partie photogravure. Donc tout ça, c'est à anticiper, et effectivement, la difficulté quand on est à l'élaboration, à l'échange, c'est d'aider l'auteur à se projeter dans le résultat qu'on va obtenir, tant sur la qualité d'impression, la qualité de rendu, de restitution de ces images, et en même temps de l'objet en tant que tel. Et ça nécessite beaucoup d'échanges pour bien comprendre quelle est la finalité, quelles sont ses attentes, et en même temps, pour chaque choix que l'auteur doit faire, de l'aider à anticiper les conséquences qu'aura son choix sur le résultat final, et accessoirement aussi sur le budget de production. C'est important aussi. Et voilà, donc là on est sur un papier. Oui, il y a une chose en effet qui était importante, c'était que ce travail qui est en effet un travail sur la gentrification ne soit pas sur du papier brillant, ne soit pas on voulait absolument pas qu'il y ait une idée de luxe qui aurait été à l'encontre des images qui sont en effet des images que je dirais engagées. Donc il fallait que l'objet soit beau, mais soit aussi qu'il y ait un côté un petit peu brut. Voilà, c'est pour ça qu'on a choisi, même au niveau de la finition, le grain du pelliculage. Grain de sable, non, c'est quoi ? C'est un pelliculage qu'on appelle un grain de pierre. Un grain de pierre, de manière à ce qu'il y ait un côté qui soit brut et un peu minéral en fait, dans le toucher. Exactement. Alors que l'intérieur est plus végétal, puisqu'on est sur du papier, quoi. Très beau papier, mais effectivement, Tarlabache est plein de poussière. Et quand Alain m'a fait sentir le pelliculage grain de pierre, j'ai dit mais c'est ça. C'est ça, parce qu'on dirait que c'est couvert de poussière. C'est vrai qu'il y a une matérialité qui est très intéressante, je trouve, par rapport au projet. Et en fait, ce qui serait pas mal, parce que je crois que tu ne l'as pas fait, c'est d'expliquer pourquoi le livre s'appelle « D'où vient ce bruit à l'horizon ?» Parce que moi, quand tu m'en as parlé, j'étais un peu surpris. Alors, est-ce que tu peux expliciter ça ? Oui, je pensais peut-être qu'on le ferait en regardant, mais ce bruit, ce titre doit sonner comme une menace. Parce qu'effectivement, le projet de gentrification fait planer une menace sur le quartier de Tarlabache. Si on peut revenir en arrière, voilà. Ça, c'est une vue très large du quartier de Tarlabache. Vous voyez qu'il est très central. Donc, effectivement, le foncier est précieux et peut générer beaucoup de profit. C'est à côté de la place Taksim. Et là, vous voyez dans le tissu du quartier l'emprise de Tarlabache 360.
Et le boulevard dont Jean-Marie parlait tout à l'heure, qui coupe la partie sud de Tarlabache du reste de ce qui était Tarlabache et en allant vers Istiklal, ben c'est la grande artère noire qu'on voit là. Et donc, d'où vient ce bruit à l'horizon? L'horizon, c'est quelque chose. L'horizon, c'est quelque chose. Ben, tu vois ce qu'il y a devant, mais tu vois pas ce qu'il y a derrière ton horizon. Donc, c'est encore plus inquiétant quand il y a des bruits. Alors, le bruit, c'est la gentrification. C'est ce qui a déjà, quand moi j'ai commencé en 2014, qui avait déjà chassé plus de 500 familles qui avaient été délogées de l'emprise, qui fait 20 000 mètres carrés au sol, et qui menace les personnes qui vivent autour de ce chantier, qui seraient les prochaines à être délogées si la phase 2 se met en place. Donc, alors, pour le livre-objet, moi je dois dire que j'ai trouvé Alain extrêmement patient et admirablement patient. Moi aussi j'étais patient. Oui, mais toi, je ne suis pas venue te voir 2 années avant. Je suis allée voir Alain 2 années avant avec mon pré-maquette en disant, voilà, je veux faire des leporello. Qu'est-ce qu'on peut, quel papier, quel grammage, qu'est-ce qu'on peut faire comme étui? Donc on en parle, il me fait un premier devis, je laisse passer 6-7 mois, je change, non pas d'avis sur la forme, et à ce moment-là on avait avancé avec... Bref, ça a pris 2 ans, et on a dû revenir te voir 4 ou 5 fois, et à chaque fois il était aimable, et pas du tout en disant, non mais elle va se décider un jour ou pas. Non, vraiment, merci. Il y avait quand même des choses qui étaient très... Enfin, tu avais aussi des idées très arrêtées, que ce soit en effet sur le titre, que ce soit sur la forme. Et moi, je parlerai aussi de la couverture, où tu avais déjà... Bon, c'était pas ça, mais il y avait quand même cette idée que je trouvais très intéressante, mais en effet, d'un point de vue visuel, assez compliqué, de montrer simplement... les choses au travers des trous qui avaient été faits dans les palissades qui entouraient le chantier. Et en effet, dans ce livre, c'est intéressant parce qu'on a déjà le fait que tu aies cherché à voir au-delà. C'est-à-dire qu'en effet, tu es tombé sur des palissades et que tu as essayé de passer, et pas toujours facilement, au-delà de ces palissades. Donc en effet, l'idée était tout à fait intéressante. Et dans un certain nombre d'images qui sont dans les leporello, on voit en effet ces photos. Là, l'idée, c'était de prendre des petits instants ou des petites vues au travers de ces palissades. C'est-à-dire que, en effet, bon, j'ai refait, on va dire, le pourtour en redessinant, mais l'idée était déjà là. C'est des photos qui avaient été faites au travers des trous. Donc, et ça, bon, je me suis permis de faire un certain nombre d'autres essais, mais pour toi, voilà, c'était la meilleure idée qui soit. Alors, sur les palissades, je voudrais embrayer sur les palissades, puisque dans le livre, vous avez aussi un petit carnet, qui est le carnet de bord de Francesca, on en reparlera à plusieurs reprises, et je voudrais vous lire quelques extraits de ce carnet de bord. C'est au tout début, c'est en 2014, 3 avril 2014, et tu dis, au propos des endroits inaccessibles, ce matin, j'observais une jeune prostituée qui se tenait à l'angle de Sakiz Hadji et Kadessi.
et de Tarlabash boulevard. Elle s'est faufilée prestement par une ouverture arrachée dans les palissades devant une des grandes ruines. Elle avait l'habitude. Un homme la suivait, dont la panse lui a donné du mal pour pénétrer à son tour par ce même trou. Un gardien du chantier avait lui aussi observé cette scène. Il n'a pas bougé. Et donc, par la suite, tu suis effectivement ces gens qui passent derrière les palissades. Tu regardes à travers les trous des palissades, on verra tout à l'heure quelques exemples, mais en même temps, tu passes derrière les palissades et là, tu rencontres. Parce que ce travail sur Tarlabash, c'est vraiment aussi un travail de rencontre, de partage avec un certain nombre de personnes qu'on va voir maintenant. Alors, je voudrais aussi lire un autre extrait, puisque dans ce carnet, tu as fait appel à un géographe pour présenter un peu le quartier de Tarlabash. Alors je vous invite à lire ce texte, c'est un texte remarquable, qui est la meilleure des descriptions que j'ai lues de Tarlabash. Et il cite ici un écrivain turc que je n'ai pas lu parce que son livre n'est pas traduit en français, qui parle de Tarlabash. Il dit « Le sommeil ne touche pas les rues ni les gens de Tarlabash. Tout au long du jour, tout au long de la nuit, ils vont et viennent de ci, de là. Les gens n'ont pas d'autres horizons que leurs rues. » On retrouve cette idée d'horizon dont tu parlais. C'est ainsi que dans toutes les rues de Tarlabashi, les petites comme les grandes, on ne peut pas penser les gens sans les rues, ni les rues sans les gens. Ils vivent ensemble se lèvent et se couchent. C'est un destin. Et c'est vrai que ton travail, c'est effectivement ce rapport entre les gens, les rues, etc., qu'on retrouve en permanence dans le livre. Et sur cet aspect poussière dont on parlait tout à l'heure ici, dans le livre, mais aussi le bruit, ce bruit multiple qui est le bruit effectivement des transformations, mais aussi tous les bruits de la ville, des petits étals dans la ville, les petits restaurants, etc., des moules frites, on parlait tout à l'heure des moules frites. Donc c'est du bruit, c'est des odeurs aussi, c'est tout un tas de choses qu'on retrouve derrière ce bruit, d'où vient ce bruit qui est à l'horizon. On va peut-être passer aux images, peut-être aussi. Vous pourrez toujours intervenir. Je voulais juste dire par rapport à la coopération, Dominique, enfin, le livret que là aussi nous avons voulu rester simple, donc c'est 64 pages qui est le maximum pour quelque chose fait avec des pointes, c'est ça? Voilà, agrafé. Et c'est entièrement la conception de Dominique. Oui. Vraiment. Il y a des... D'ailleurs, je pense que je me suis un peu compliqué la tâche. Enfin bon, pour ceux qui verront le livret, c'est vrai que voilà, j'ai pas fait dans la simplicité. Non, mais c'est très beau. C'est très beau. Très réussi. Avec des lignes, je ne sais pas si vous pouvez voir, mais vous pouvez regarder tout à l'heure, des lignes très fines qui sont un rappel des échafaudages qui couvraient les façades. Voilà. Non, moins lourd. Beaucoup moins lourd. Voilà. Alors peut-être on va aborder maintenant cette déambulation, parce que c'est vraiment une déambulation que tu arpentes le terrain, tu parles d'arpenter le terrain, etc. Donc on va commencer cette déambulation de Tarlabash, mais peut-être avant, il serait intéressant de situer un petit peu le contexte de Tarlabash, c'est-à-dire un peu son histoire. Moi, mon côté un peu historien, j'ai toujours tendance à ramener un peu les choses à l'histoire, mais ça me semble dans ce cas-là extrêmement important. Oui, Tarlabash est d'ailleurs un quartier terriblement historique, terriblement vraiment dans tous les sens du terme, puisque, bon, maintenant, il est dégradé, c'est paupérisé, mais Tarlabash, au XIXe siècle et puis au XXe siècle jusqu'à peu près 1930-40, était un quartier de la classe moyenne où habitaient les citoyens non turcs de l'Empire ottoman, c'est-à-dire les citoyens grecs, enfin, ce n'est pas des citoyens de l'Empire, mais des sujets de l'Empire ottoman, donc les sujets grecs, les sujets arméniens, les sujets juifs. Donc un quartier
de commerçants, d'artisans, de petites manufactures et d'employés qui travaillaient dans les ambassades qui étaient, elles, sur Istiklal Caddesi, qui est à 100 mètres. Et là, on voit par exemple, j'ai pu pénétrer dans le chantier par des subterfuges en 2015. Et là, on voit justement, on sent que même ces ruines, donc, les immeubles sont pris dans la partie vidée du quartier. On voit bien que c'est des immeubles qui ont une âme, qui ont une histoire, qui ont des décorations. C'était des beaux immeubles, là évidés, pour que les gens ne s'y installent pas. Mais c'était justement dans ces immeubles-là que les prostituées faisaient leur passe et que les petits trafiquants de drogue, comme mon facilitateur, s'étaient installés des pièces à fumer ou là aussi où ils pouvaient faire leurs achats et leurs ventes hors de la vue. D'où tous les trous dans les palissades, pas les petits. Ça, c'est des boulons qui manquent, mais vraiment des déchirures par lesquelles pouvaient passer des personnes. Et voilà. Et ça, c'était la première fois que j'ai regardé par un trou. C'était vraiment par frustration. C'est en avril 2014. Je n'arrivais à embarquer personne dans mon projet. Je voulais raconter l'histoire de ce quartier, des gens qui y habitent, de ce projet qui impactait. Et tout le monde m'écoutait très gentiment, écoutait mon mauvais turc très gentiment, et puis disait c'est très bien comme idée, bye bye. Et alors un jour j'ai regardé par un trou parce que d'abord on ne pouvait pas photographier le chantier. Même ce qui dépassait des palissades, il y avait toujours, à plus ou moins court terme, un agent de sécurité qui venait et qui disait « Yasak, c'est interdit ». Donc, je commence, la première image, je tombe sur ça, ce pochoir de 2 petites filles qui me parlaient immédiatement de toutes les personnes qu'on avait envoyées de Tarlabache et qu'on avait envoyées à la périphérie à 30-40 km quand on avait pris la peine de les envoyer quelque part et pas simplement de les évincer et puis advienne que pourra. Oui, c'est un quartier effectivement dont la population a été vidée à plusieurs reprises, vidée aussi par des événements très, très durs, puisqu'il y a eu des massacres relativement importants pour vider cette population à plusieurs reprises au cours du XXe siècle, et jusque très récemment, notamment en 1955, en 1964, etc. Donc c'est un quartier qui s'est en partie turquifié, mais en même temps avec toutes ces personnes qu'on retrouve qui sont des immigrés intérieurs ou extérieurs, effectivement, les prostituées, etc. Ça, ce sont des petites Syriennes, réfugiées syriennes en 2014, qui habitaient dans l'un des immeubles derrière elles. Effectivement, je disais que jusqu'à à peu près les années 30-40, Tarlabache était bien tenu et pas du tout un quartier à problème. Mais il y avait sous Mustafa Kemal, dit Atatürk, effectivement une volonté de turquifier la Turquie, donc de faire partir les citoyens non turcs, non musulmans. Et donc en 1942, par exemple, premier coup de massue, le gouvernement installe ce qu'ils appelaient une taxe sur la propriété.
Alors, une taxe sur la propriété avec des taux de taxation très différents selon votre origine. Et là, je me suis fait une petite note parce que c'est un peu incroyable. Alors, si vous étiez arménien chrétien, ce qui laisse entendre qu'il devait y avoir des Arméniens musulmans, mais ça devait se compter sur les doigts d'une main. Enfin, si vous étiez donc arménien, vous payez 232% de votre patrimoine. Si vous étiez juif, vous payez 179% de votre patrimoine. Si vous étiez grec ou roum, comme les Turcs appellent les Grecs, vous payez 156%. Et si vous étiez musulman, vous payez 4,94% de votre patrimoine. Donc, ce qui se passe à ce moment-là, c'est qu'effectivement, il y a peu de gens qui peuvent payer 2 fois plus que ce qu'ils ont, ce qui fait que beaucoup de commerces, de petites entreprises ont été vendus à vil prix, à soit au gouvernement, soit et qui lui-même l'a revendu à des Turcs musulmans. Donc, premier exode assez important. Ensuite, en 1955, il y a eu ce qu'on appelle couramment des pogroms anti-grecs qui se sont déroulés sur 2 jours, le 6 et 7 septembre, je crois, 1955. C'est ça. Et où des émeutes, des gens qui ont dévasté les entreprises, les domiciles à Beyoğlu. Et Tarlabaşı se trouve dans le district de Beyoğlu. Donc là aussi, beaucoup de Grecs, arméniens, juifs sont partis. Là aussi, effectivement, soit en abandonnant carrément leur propriété, soit en le vendant à vil prix parce qu'ils étaient coincés. Donc ça, c'est 55. 64, tension entre la Turquie et Chypre. Donc là aussi, les Grecs de Turquie trinquent et carrément, le gouvernement décide d'expulser 12 000 Grecs, il y avait des Arméniens là-dedans aussi, de Tarlabaşı, là, précisément de Tarlabaşı. Et ils avaient 24 heures pour partir. Ils avaient le droit de partir avec l'équivalent de $20 et 20 kilos de possession. Donc là aussi, bon. Là, des immeubles abandonnés que l'État a pris soit en créant des fondations, soit là aussi en vendant à des nouveaux propriétaires. Et donc, dernier, c'était en 1974, vraiment au moment de la guerre. Alors, il n'y avait pas une loi spécifique, mais beaucoup de Grecs, ceux qui restaient, ça sentait le roussi, ils sont partis. Bref, il doit rester 2 ou 3 000 Grecs citoyens turcs à Istanbul, sur ce qui était pas loin de 200 000 au début du... Alors, on va peut-être avancer un peu parce qu'on a beaucoup de photos à voir. Oui, et je voulais justement que tu nous parles un peu de photographie et que tu nous dises justement comment tu avais réalisé ces images. Parce qu'en fait, tu as fait des images pour la plupart volées quand il s'agissait de l'extérieur. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est-à-dire que tu n'avais pas l'autorisation de faire des images. Donc, non, parce que j'ai aussi volé des images, mais pas la plupart. Pas des images volées. Non. Voilà. Donc là, c'est au contraire. Là, c'est un travail d'un photographe
engagé, qui va vers les gens, qui va au cœur du sujet. Donc nous expliquer un petit peu au niveau des images, comment elles ont été réalisées. Bon, pour la première fois, j'ai eu besoin d'un facilitateur. Parce que justement, c'est un quartier très méfiant, étant donné que les gens sont effectivement beaucoup en délicatesse, soit avec la loi, soit avec l'administration. Alors, j'ai eu un facilitateur qu'on ne verra pas dans ces images, mais ça c'est un pote à lui, Ali, et on est dans le bel immeuble fantomatique qu'on a vu au tout début, qui est un magnifique exemple de l'art déco, et on est dans la pièce qu'ils avaient aménagée. On est dans le chantier, et on voit les palissades d'en face et les ruines qui sont sur le boulevard de Tarlabache. On voit l'arrière de ces ruines-là. Oui, parce que Tarlabache, là on est toujours dans la pièce, le fumoir. Il y a le nom de Cheref gravé sur le mur. Donc il m'a beaucoup aidé en 2014. Quand je suis retournée en 2015, je pensais le retrouver et qu'on continuerait, mais Ali m'a dit qu'il était en prison. Et effectivement, il était en prison pour vol, et il n'était pas en prison à Istanbul, mais à Erzurum, dont il était originaire, donc à 1000 km de là. Là, si, on le voit. C'est lui avec la chemise blanche, là, à son poste de guetteur. Ça, c'est... Alors moi, j'ai travaillé... Évidemment, les gens étaient déjà partis de ces 20 000 mètres carrés. Et donc moi, j'ai travaillé dans les rues et avec des personnes qui habitaient les rues qui jouxtent ce chantier. Et là, on voit une rue assez typique, plutôt encore bien entretenue, parce que c'est vrai que ce projet a engendré quelques espoirs. Ça c'est un nouveau. Ce projet a engendré quelques espoirs. C'est très bien situé pour le tourisme, comme vous avez vu. Donc, certains des vieux immeubles qui n'étaient pas trop mal ont été réhabilités, repeintes et transformés en B&B, Bed and Breakfast ou petit hôtel. Là, c'est l'exemple en 2023 d'une rue complètement refaite. Alors, Tarlabache était, par une loi de 1993, était une zone protégée parce que l'architecture était totalement typique de l'art déco et de l'art nouveau, plutôt dans l'autre sens, de l'art nouveau et de l'art déco. Et donc, Gap Inchad, qui est la société qui a emporté le lot, s'était engagé il devait respecter ce tissu. Ce qui fait que il a détruit beaucoup de choses, mais en reconstruisant dans la saveur de... Et là, on voit simplement, ça paraît un décor de cinéma, puisque ce n'est pas encore habité. Ce projet a pris... c'est toujours pas terminé. Alors qu'il devait être terminé en 2014. Moi, quand j'ai commencé, il aurait dû être terminé. Mais il a connu jusqu'ici plus de 500 litiges. Les expropriations, les évictions ont été... Il y a des réglementations, mais la société n'a pas respecté la réglementation. Tu parlais d'espoir, justement. Donc on retrouve effectivement ce terme d'espoir ici, qui est dans la publicité de Gap Inchad, effectivement, où on reprend, je reprends ta traduction, le nouveau Tarlabache, c'est l'espoir, paix, espoir et vie. Donc on retrouve sur les différentes choses. Et justement, parce qu'on va avancer peut-être un petit peu,
Tu parlais d'espoir, ce qui me semblait aussi intéressant. Là, tu as repris des tags, effectivement, où on retrouve les mêmes mots d'espoir et de vivre. Espoir, vie, vivre, qu'on retrouve à la fois dans la publicité de Gavitsap et dans les tags des habitants. C'est à peu près les deux mots qu'on retrouve pareil, parce que si j'ai fait ce petit montage, c'était pour montrer la grande différence entre les slogans dithyrambiques de la publicité. Si on peut revenir sur c'était des énormes panneaux publicitaires sur le boulevard de Tarlabache, où effectivement le premier en haut dit le nouveau Tarlabache, c'est l'espoir. Après, nous avons dans le nouveau Tarlabache, il y aura de la place pour tout le monde. Et ensuite, le nouveau Tarlabache respecte tout le monde. Et après, on a ce que j'appelle les cris de cœur. Tarlabache est une impasse. Okay. Espoir, vivre, comme si c'est un souhait un peu inatteignable. Et puis, personne ne pourra nous prendre Tarlabache. Ce qui était très poignant parce qu'ils avaient déjà commencé à prendre Tarlabache. Donc il y avait aussi des fresques. Ça, c'est Ali qui a fait cet oiseau qu'il appelait l'oiseau de la liberté. On va peut-être avancer pour les diapositives. Si on veut laisser un peu un moment de discussion, on va avancer. On s'arrêtera peut-être sur certaines. Zone de surveillance ici. Ce sont des personnes que j'ai rencontrées, que j'ai pu soit rencontrer une seule fois, parce que ça, c'était une difficulté avec ce travail, c'est que les vies sont tellement précaires, mais on peut avancer, les vies sont tellement précaires que d'une année sur l'autre, je ne retrouvais pas forcément les personnes. Il y a beaucoup de cicatrices à Tarlabache. Bien les cicatrices sur le pitbull ici, qui est un chien de combat. Oui. Les combats de chiens étant interdits d'ailleurs. Bien sûr. Mais à Tarlabache, interdit, c'est un mot qu'ils ne connaissent pas. Ça, c'est Shilan. Là, effectivement, Shilan, je l'ai rencontrée en 2014 et quand je suis revenue en 2015, je n'ai pas pu la retrouver. Je montrais des photos que j'avais faites d'elle, pas celle-là, mais on voyait son visage. Et les scarifications qu'on voit sur son bras, c'est elle-même qui se les a faites. Un soir de défonce, et par honte. Donc elle est prostituée, mais elle a fait ça, elle avait 21 ans, donc elle venait de commencer la prostitution. Là, elle a 29. Et ça, c'est Özge. Celle dont on a vu les mains qui rongent ses ongles jusqu'au sang. Özge, qui est une prostituée transgenre, que elle, j'ai pu travailler avec elle sur 3 années, sur 3 séjours. Engin. Ce que j'ai trouvé particulièrement intéressant dans le travail photographique de Francesca, c'est aussi cette proximité qu'elle a réussi à créer avec les personnes qu'elle a rencontrées. C'est-à-dire que ce n'est pas un reportage comme ça que tu aurais fait en simplement te promenant, mais il y a vraiment, tu es rentré dans l'intérieur, dans les intérieurs des personnes, tu as eu un rapport avec eux, tu les as revus plusieurs fois. Il y a vraiment quelque chose que j'ai trouvé très fort dans ton engagement, parce qu'en fait c'est aussi pour toi une manière de dénoncer quelque chose.
Et je trouve que tu as été jusqu'au bout, justement, en montrant ces gens qui sont dans la précarité du fait des décisions politico-économiques. Ce sont des personnes qu'on essaie d'invisibiliser. C'est vrai que moi, j'ai voulu qu'il reste une trace. Et dans le livret, beaucoup de mes extraits concernent les propos recueillis avec telle ou telle personne. Ça, c'est Gull. Je suis devenue très proche d'elle et de sa famille. Gull, donc, qui était une mémoire du quartier, qui est une Kurde à Lévis, comme le portrait de l'imam Hussein derrière l'indique. Et que quand je suis retournée en 2022, après 5 années d'absence, j'ai trouvé leur maison effondrée. Et en même temps, quelque chose s'est effondré en moi et je me suis dit, bon là, il faut que j'arrête. Là, on est chez eux. Je passe un peu vite les photos pour qu'on ait un petit moment de discussion. Oui. Et c'est vrai qu'en tant que photographe, on se dit qu'il y a vraiment un travail qui a été fait et on sent que ça a été fait sur le long terme. On sent que tu es allé plusieurs fois, on sent que tu as t'as appris la langue, moi c'est ce que j'appelle un travail engagé, totalement engagé, quoi. Il y a une grande intimité aussi qu'on retrouve dans les extraits du carnet de bord, puisque comme tu l'as dit, on retrouve un certain nombre d'extraits du carnet de bord, effectivement le rapport avec ces personnes et l'émotion aussi que suscitent les rencontres avec ces personnes, qui est aussi quelque chose de très important. Là, on va avoir 3 images faites en 2022 et 2023 des réalisations en cours. Alors là c'est éloquent, puisque je disais tout à l'heure que la société s'était engagée à préserver des façades qui étaient classées. Donc voilà comment ils ont respecté le vieux tissu, c'est-à-dire qu'ils ont pris les façades et ils les ont insérées dans leurs immeubles. Et une des raisons des nombreux litiges, c'est qu'ils avaient soumis des plans qui devaient faire 8 étages. Et in fine, ils ont fait 12 étages. Parce qu'il faut densifier. Alors et alors là, c'est soi-disant des appartements de luxe. Alors en 2023, j'ai pu trouver, grâce à Airbnb, quelqu'un qui habitait l'un des appartements et qui louait une chambre. Donc j'ai sauté sur l'occasion et c'est ce qu'on voyait de ma fenêtre. C'est-à-dire qu'on voit à même pas 2 mètres l'arrière des façades qui sont sur le boulevard de Tarlabache. Ce sont des appartements qui se vendent de 500 000 à 2 millions de dollars. Donc je pense que les gens doivent être un peu déçus quand même. Parce que je voudrais qu'on s'arrête un moment aussi sur ces dernières photos et ensuite on donnera la parole à la salle. Tu nous expliques un petit peu ce que sont ces photos, à la fois ces récupérateurs et en même temps le commerce des moules. On va voir les deux à la suite. Et on a encore deux minutes. D'accord. Alors, il y a un des fléaux de ce quartier, c'est effectivement l'économie grise, c'est-à-dire des petits boulots sans protection sociale où l'on gagne rien du tout. Et les deux les plus importants, c'est effectivement les recycleurs qui ramassent tout ce qui est recyclable, comme Hatice. Et donc l'autre activité, c'est la préparation des moules farcis.
des moules farcis qui seront vendus ensuite dans des lieux de passage, des lieux touristiques. Alors, il y a des ateliers clandestins. Et cette activité, quand vous vous promenez le matin à Tarlabache, ça sent la moule qui cuit, ça sent le riz, parce que c'est une sorte de farce. On broie les moules, on broie le riz. Fedjri, qui est une personne que j'ai pu retrouver d'une année sur l'autre, il vend les moules farcis. Et alors, en 2015, une grosse moule farcie était vendue à l'équivalent de 75 centimes. Ça allait pour les plus petites à 25. Et il disait, maintenant je paye une femme pour les préparer puisque ma mère devient un peu trop vieille pour ce travail-là. Et sachant que dans une bonne soirée, ils vendent peut-être 100 moules, moi, je me suis demandé, mais qu'est-ce qu'elle peut bien gagner, cette femme qui prépare les moules? Une misère. Oui, c'est une économie de survie, en fait. Oui. C'est pas une véritable économie comme on l'entend. Non, c'est vraiment l'économie parallèle. Donc là, quelques scènes de nuit à Tarlabache, voilà. Alors, une image volée. Une image volée, je l'assume. Autre image volée, parce que... Une autre image volée. Non, c'est vrai que je n'ai pas demandé sans à la consentement, chienne. sans consentement. C'était une vraie habitante de Tarlabache. Quand la chienne a réalisé que je la photographiais, elle a pressé le pas. Bien. Bon, je vous remercie tous les trois. Alors, on va peut-être voir s'il y a des questions dans la salle. On va essayer de tenir à peu près l'horaire. Si vous souhaitez prendre la parole, Florence et moi vous proposons un micro pour que toute la salle puisse entendre et pour que la captation puisse enregistrer votre prise de parole. On a été très clair. Alors maintenant que j'ai annoncé ça, faut le faire. Merci Pascal. Oui, merci pour cette soirée. Vous vouliez évoquer le traitement chromatique des images qui n'a pas été fait. Est-ce qu'il témoignerait en lui-même, photographiquement, d'un engagement vis-à-vis de la photographie? Parce qu'on a beaucoup parlé d'histoire, on a beaucoup parlé de choses annexes. Mais photographiquement, est-ce que ça... Qu'est-ce qui préside à ça? Pourquoi ce choix de désaturer légèrement les images? Ici, oui. C'est un engagement, mais c'est plus, comme je disais pour du loukoum au béton, où j'avais introduit un grincement. Ici, j'ai désaturé et j'ai enfermé mes images dans un halo sombre pour convoquer, d'une part, la fatigue de ce quartier, et d'autre part, la vie assez cernée des habitants. Ça, pour moi, la couleur, c'est vraiment une matière qu'on peut mettre au service de notre propos photographique. Il y a eu aussi un choix fort sur lequel Alain et moi, on avait des interrogations d'un point de vue de la réalisation. C'est qu'en fait, toutes ces images sont soit à fond perdu, soit sont entourées de noir. Donc je dirais que le noir fait partie entière de l'objet. Et c'est vrai qu'au départ, il devait y avoir simplement un des Leporello, celui qui était consacré à la nuit, qui devait être sur fond noir. Et en fait, un jour, Francesca arrive en me disant « En fait, je voudrais que tout soit sur fond noir. » Donc là, on a eu une réunion avec Alain en disant « Bon, est-ce que techniquement, on va y arriver ? Est-ce qu'on l'autorise ou pas ? Voilà. Non, je pense que pour en revenir au livre, c'est un livre qui n'est pas un livre, mais qui est un livre. C'est l'archétype d'un livre, de quelque chose qui est auto-édité. C'est-à-dire qu'il y a toute la personnalité de Francesca dans cet objet.
Et comme elle l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas un éditeur qui aurait fait quelque chose comme ça. Parce qu'en fait, ça n'a pas sa place en librairie, un objet pareil. Parce qu'une fois qu'il est consulté par une personne, il peut être abîmé. Et une fois qu'il est consulté par 2 personnes, les Leporello vont se retrouver le numéro 6 avant le numéro 1. Et ça n'aura plus de sens. Donc voilà, donc, tout ça pour dire que voilà, des objets comme ça, c'est très singulier et on ne peut les trouver que auto-édités. Et quand on va aussi loin qu'a été Francesca, de s'entourer d'abord de professionnels, parce que c'est important, autrement ça se voit. On dit toujours qu'il ne faut pas qu'un livre auto-édité ressemble à un livre auto-édité, et ça n'est pas le cas. Et voilà, donc du coup ça fait... Voilà, je voulais souligner cette singularité d'un objet comme celui-ci, et qui ne peut exister que produit de cette façon-là. On n'a pas parlé aussi de le troisième élément du livre objet, qui est le dépliant de légende, où là aussi ça est complètement déterminé par Nick. Et ça aussi, ça a demandé de la créativité. Ah, pardon. Voilà. Oui, parce que là aussi, en fait, on était tenu par des problèmes techniques, c'est-à-dire qu'on avait un format imposé. Donc, il a fallu qu'on arrive à la fois à tout faire figurer. Ce sont les vignettes de toutes les photos qui sont sur les Leporello, puisqu'on voulait aussi que les Leporello, c'est une question qu'on a discuté ensemble, à savoir s'il fallait qu'il y ait des légendes ou pas. Et en fait, en effet, on est arrivé à être d'accord sur le fait que non, ça aurait gâché justement cet objet qui peut être disposé comme une exposition. On peut mettre ça on peut mettre ça au mur, et donc il n'y a pas de légende, mais les légendes, puisque Francesca voulait qu'il y ait des légendes sur chaque image, qu'on sache de quoi il s'agissait, il y a un document avec toutes les légendes, plus voilà, un texte de présentation, etc. C'est pour ça aussi qu'il y a un livret avec des extraits de mes carnets de bord, plus donc le texte de Jean-François Pérouse et un autre texte de Sophie Bernard, parce que je ne voulais pas qu'il y ait beaucoup de textes dans les Leporello. Je voulais qu'on reste avec les images, qu'on reste enfermé avec les images. Il y a quand même quelques citations. Quelques citations que tu as traduites. Voilà, mais vraiment très peu. Ah. Oui, moi je suis impressionné par le côté objet du livre. Je ne sais pas si le livre est le bon terme ou pas, mais et vous avez évoqué que le processus avait duré presque 2 ans, c'est ça? Est-ce que vous pouvez revenir sur les différentes grandes étapes de ce parcours que vous avez fait tous ensemble, à tous les 3, et surtout, je dirais, pas tant à l'auteur, mais aux 2 autres acteurs, comment vous avez géré ce temps et quelles ont été les grandes difficultés ou les grandes décisions ou les grandes interrogations que vous avez eues pendant tout ce processus? Alors on avait des rendez-vous réguliers où Francesca venait à mon atelier, on prenait un thé, on mangeait des pâtisseries et puis on discutait. Donc elle m'amenait quelquefois de nouvelles images, quelquefois des textes, quelquefois elle avait eu le temps de réfléchir à une première proposition et on reprenait les choses, etc. Donc ça, je ne sais pas combien de fois on s'est vu, mais on s'est vu pas mal. Nous, ça n'a pas duré 2 ans. Non, nous, c'était plutôt un an. Un an et quelques, oui. C'est avec Alain. Mais enfin, tu le voyais moins que moi, quand même. Hein. Oui. Ah oui. Mais il y avait, comment dire, il y avait des longs moments où je ne voyais pas Alain. Pas sur toi. Et Oui, bonsoir. En fait, moi, j'aimerais savoir quelle est l'édition, à combien d'exemplaires vous tirez ce livre-objet. Et la deuxième question, c'est que vous ne pensez pas que la préciosité de la production, est-ce qu'elle ne nuit pas, en fait, au sujet? C'est-à-dire qu'on parle d'un sujet qui est quand même un sujet très engagé,
qui fait face à la précarité de plus en plus grande vis-à-vis des conditions d'habitat dans toutes les grandes villes occidentales. Ne pensez-vous pas que la préciosité, la façon de produire ce livre, est-ce qu'elle ne nuit pas, au message ? Moi, je ne crois pas que ce soit précieux. Je pense qu'en effet, on a essayé de faire en sorte que ce soit esthétique, que les images soient bien reproduites, que voilà, ça donne aux gens envie de voir ces Leporello, de lire les textes, etc. Mais je ne crois pas que ce soit précieux. Hein. Oui, moi je suis assez d'accord avec toi. Alors, ça a été, je l'ai fait imprimer à 300 exemplaires. Non, si ça avait été précieux, déjà l'étui n'aurait pas été un étui en carton, un beau carton, mais ça aurait été quelque chose de plus solide, de plus luxueux, justement. Le livret, ça aurait pu avoir la forme d'un vrai petit livre, inséré dans un coffret. Là, ce n'est pas le cas. Et c'est pas un papier. Là, au départ, je me souviens, là, il faut que ce soit un peu pauvre. Et donc, je pensais au papier journal. Mais avec la réflexion, je me suis dit, bon, il faut pas que ça fasse riche, mais pauvre non plus, parce que je rends hommage à ces personnes qui sont emblématiques des milliers et des milliers de personnes de partout dans le monde qui subissent la gentrification, qui subissent le fait d'être renvoyés loin de leur domicile, de leur réseau d'amitié, etc. Et donc il fallait, comme dit Dominique, il fallait quelque chose qui tienne la route, qui soit esthétique, agréable à regarder, à tenir entre les mains, mais en même temps qui ne fasse pas luxe ou opulent. Non, je crois que l'objet est simple. Enfin, je veux dire, il n'y a pas des choses qui font qu'on a l'impression d'avoir un objet luxueux, je ne crois pas. Non, je ne crois pas non plus. Alors, on va peut-être arrêter là. Alors, on a une dernière question, peut-être une dernière Jean-Marie, question, peut-être, parce que question, Florence rapide. voulait prendre la parole, et puis après, on aura des annonces à vous faire. Merci beaucoup. En fait, on a compris que vous aviez passé énormément de temps, énormément d'années, que ce soit sur la réalisation des prises de vue, mais aussi donc pour la fabrication de ce livre-objet. Et du coup, moi, je suis curieuse de savoir, à présent, quel est votre nouveau projet ? Mon nouveau projet est de faire vivre ce travail. Et justement, pour répondre à ta question, voilà aussi deux expositions aussi, où on voit le choix aussi de l'accrochage, qui est quelque chose de tout à fait important. On n'a pas trop le temps d'en parler ce soir, mais c'est aussi une façon de faire continuer à vivre ce projet. D'ailleurs, excuse-moi, on voit 3 Leporello qui sont exposés. Donc il y a vraiment cette possibilité de faire des mini-expositions chez soi, voilà, avec les images de Francesca. Là, c'est l'accrochage pour les photographiques qui viennent de se terminer. Dans les deux, je voulais là aussi un accrochage qui soit en harmonie avec le sujet. Donc, c'était 2 accrochages où pratiquement rien n'était aligné et où tout est déséquilibré et éclaté, comme le quartier touché. Une dernière question. Oui, elle est très très courte. Pourquoi cette idée, on a entendu un peu fixe, du Leporello? Pourquoi? Alors, bon, c'est vrai que j'aime les Leporello, mais j'ai trouvé que ça allait très bien avec ce projet qui donc se fait en tranches, en 9 tranches. Moi, j'ai 7 tranches dans mon objet. Les Leporello aussi, le fait de ne pas pouvoir tourner des pages comme ça, eh bien, les Leporello
instaure une sorte de rupture, justement, dans notre approche de Tarlabache. C'est-à-dire la personne qui va regarder. Il y a une rupture. Il faut... Bon, on regarde. On peut regarder d'ailleurs les Leporello comme ça. On peut les feuilleter comme si c'était un livre. On peut faire juste recto verso. Tout ça a été pensé pour faire sens, dans quelque sens qu'on lise les choses. Mais ça, voilà. Donc ça résonne avec le projet lui-même et la forme du projet, et ça crée cette rupture dans la lecture du livre, et qui convoque aussi la rupture dans la vie de ces personnes impactées par le projet. Et le Leporello permet aussi une lecture multiple, en effet, des images. On peut lire les images les unes après les autres, on peut en regarder 2 ensemble, on peut en regarder 3, on peut en effet poser le Leporello et ça fait une sorte de fresque. Donc il y a en effet une lecture qui est possible dans beaucoup de sens, quoi. Surtout qu'il est sur un papier particulièrement épais, ouais. Donc on peut le poser. Voilà, tout à fait. Vous l'avez vu dans l'exposition. Alors, on va peut-être arrêter là parce que l'heure tourne. Donc on a quelques annonces à faire. Tu veux faire des annonces, Eric? Merci à tout le monde pour votre écoute de ce soir. Et merci à nos 3 invités.